Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Clés de l'IMO, les clés de l'immobilier, ce rendez-vous régulier pour vous aider, à vous qui souhaitez acquérir, louer, vendre un bien immobilier. Vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. Eh bien, on est là pour répondre à vos interrogations avec un expert en plateau, et aujourd'hui qu'on est très heureux d'avoir avec nous et qui est déjà connu, qu'on a reçu à plusieurs reprises, c'est Maître Thierry Delessal. Bonjour. Maître Thierry Delessal, notaire à Paris, du côté de l'Opéra, je crois. Voilà. Et donc, Maître, bon, vous connaissez l'exercice. Alors, la dernière fois, c'était en visio. Aujourd'hui, on est très heureux. Vous êtes ici dans les nouveaux studios télé du Figaro. Agréable. Voilà. Beaucoup plus agréable, c'est très bien. Dans les tout beaux, les locaux tout neufs. Flambant neufs, absolument. Et donc, on est très heureux de vous avoir avec nous. Les internautes sont évidemment friands de poser beaucoup de questions qui sont relatives au droit immobilier. Beaucoup d'interrogations, on le verra, sur les prix, le marché, en dehors de Paris. Voilà, on a fait une sélection d'une quinzaine de questions et donc on va tenter, en tout cas vous, Maître Delessal, de répondre le plus précisément possible, et je sais que vous êtes extrêmement précis dans le domaine et très pédagogue également. Prêt pour la première question? Allons-y. Alors on y va. Première question, alors c'est une question d'actualité, c'est Sylvain qui la pose. On entend dire que les prix baissent à Paris. Est-ce vrai et dans quel quartier en particulier? Alors, déjà pour commencer, il faut savoir ce que c'est qu'une baisse. Oui, très bien. Parce que quand on voit les chiffres, déjà de 2020, sur un an, on est encore en augmentation. Ouais. Donc, si par contre on voit sur 3 mois, oui, là, on a bien vu qu'il y a eu une inversion de tendance. Depuis 5 ans, ça montait entre 5 et 8% par an, quand même. Et là, depuis, on va dire, la rentrée scolaire, depuis septembre-octobre, on sent qu'il y a moins d'appétit, moins d'acquéreurs. Et donc, forcément, ça a entraîné une inversion des prix, alors pas très forte. C'est une décélération en fait, c'est un ralentissement de la hausse des prix. Oui, c'est ce qu'on a dit, voilà, c'est un frein de la hausse des prix pour arriver tout de même. Alors sur 3 mois, on est dans des chiffres à moins 0,5, moins 0,7. Donc est-ce que, vous savez que les statisticiens disent toujours entre plus 1 et moins 1, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de hausse, c'est stable. Ouais. Bon, mais tout de même, quand on cumule plusieurs trimestres avec du moins 0,5 ou moins 0,7, on va arriver bientôt, mettons peut-être dans 6 mois, à peut-être un chiffre négatif, style moins 1, ou peut-être moins 2, mais je ne suis même pas sûr. Donc vous voyez, quand on parle de baisse, franchement, par rapport à une hausse qui, comme je vous le disais, depuis 5 ans, ça a augmenté de 5 ou voire peut-être 8% par an, c'est pas grand-chose. Mais elle est bienvenue. Alors on voit là justement sur cette carte, on le voit très bien, ce graphique, voilà, trimestre 4 2020, nous étions à 10 770 € par mètre carré en moyenne à Paris, et donc selon les projections des avant-contrats des notaires, en avril, nous serons à Paris à 10 610 € par mètre carré. Ça reste évidemment des prix très élevés, mais quand même. Mais oui. Ça traduit... on a atteint 10 850, pour ne pas dire 11 000, en novembre. Ouais. Donc ça se voit un petit peu là sur la courbe. Et puis après, vous voyez ce plateau. Alors, on pense que ça peut être un plateau, parce qu'en fait, à Paris, les prix sont très résistants. On le constate à chaque fois. Alors, vous le voyez au début de la courbe. Hein, quand ça a commencé à baisser en fin 2011, où il y avait eu des augmentations, là on ne le voit pas, mais de 20% par an quand même, pendant 2 ans. Ensuite, il y a eu une petite baisse par an de 1, 2, 2,5% par an, pendant 4 ans. Et ça a recommencé en 2015. Et vous voyez que quand ça baisse, on ne peut pas dire que ça baisse beaucoup. Non, c'est sûr. Voilà, donc c'est ce qu'on se dit, c'est qu'à Paris, il y a malheureusement, pour ceux qui attendent que ça baisse désespérément pour acheter, quand ça baisse pas beaucoup. Et je ne sais pas s'il faut être dans l'attentisme, c'est ça l'idée. Et puis, Maître, alors là, on voit, voilà, arrondissement par arrondissement, les prix au mètre carré à Paris. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'il y a une fracture quand même aussi, là, on le voit entre l'Est, l'Ouest, le centre de Paris. Oui. Alors, c'est pas très, très nouveau, hein, mais c'est vrai qu'on voit toujours à l'Est ce croissant
de prix un peu plus abordables, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, avec en moyenne à moins de 10 000 €. Voilà, ça c'est les arrondissements en bleu ciel. Après, vous avez tous les arrondissements de l'Ouest qui sont, eux, entre 10 et 12, et puis toujours au centre de Paris, parce que ça fait des années et des années que les gens veulent vivre au centre de leur ville, et donc à Paris n'échappe pas à cette mode, et donc c'est ce qui fait que, ben voilà, à Paris, vous avez des prix au-dessus de 12 000 dans tous les arrondissements du centre. La particularité, c'est que vous voyez Paris-Centre, parce que nous avons supprimé les 4 premiers arrondissements, et ce qui permet, en fait, on le voit ici, au 7e arrondissement d'être le 2e arrondissement le plus cher, à 13 500. Mais vous pouvez remarquer que le 5e, ici, est à 13 400. Il est à 20 € du 7e. Donc il est en train, c'est parce que alors là vous ne l'avez pas sur cette carte-là, mais le 7e était un petit peu en panne en 2020, il n'a pas augmenté. Il était même à moins 0,5%. Le 7e, on le rappelle, un Tour Eiffel, Invalides, voilà, c'est tout ce secteur. Tout ce quartier-là. Jardin du Champ de Mars, enfin. Oui, voilà. Et dans ce 7e, il y a le quartier le plus cher de Paris, mais il y a des quartiers moins chers, ce qui fait que c'est une moyenne. Ici, voilà, on est à 13 500 € du mètre. Et par contre, le 5e arrondissement, lui, a monté de 8% l'année dernière. Donc si on continue sur cette tendance, les 20 € de gap entre le 5e et le 7e, ça serait quelque chose qui ne serait jamais arrivé. C'est que le 5e soit au-dessus du 7e. Et avec toujours aussi des écarts de prix entre les quartiers, là aussi c'est important, parce que c'est vrai que les arrondissements, c'est bien de le voir, mais typiquement le 15e arrondissement, c'est l'équivalent d'une population comme Bordeaux, c'est absolument énorme. Le 13e, ce serait Lille. Mais si on regarde dans les quartiers, entre, on va dire, dans le 6e, par exemple, Odéon, qui est à 15 000 € du mètre carré, et Pont de Flandre, dans le 19e, qui est autour de 9 000 € du mètre carré, on passe quasiment du simple au double. Alors, quasiment du simple au double, le ratio il est de 1,8. Ouais. Mais tout de même, ce qu'il faut noter, c'est que ce ratio a tendance chaque année à baisser, on le regarde de très près, et il était, il y a 20 ans, à 5. C'est-à-dire qu'entre le quartier le moins cher et le quartier le plus cher, il fallait multiplier par 5. Aujourd'hui, c'est 1,8. Alors on se dit, oui, c'est un gros gap, mais ce gap n'a jamais été aussi petit. En fait, ça traduit de la gentrification qui se fait à Paris et qui, on se pose la question, logiquement, qui devrait gagner et franchir le périph' pour aller dans les villes de banlieue proches, en tout cas. Et question complémentaire, pour terminer sur ce volet qui est quand même important, est-ce que selon vous, cette tendance au ralentissement de la baisse des prix à Paris, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce que c'est un épiphénomène? La boule de cristal. Oui. Boule de cristal. Il faut se lancer. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait que vous n'avez pas beaucoup de construction en ce moment. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de construction crée de la tension sur tout le secteur de l'Île-de-France. Donc, alors, quand vous parlez de Paris, ce qu'on a oublié de dire, c'est que cette frein de hausse, elle a aussi lieu en banlieue. Oui. En proche banlieue en tout cas, pas sur la grande banlieue, mais sur la proche banlieue. Il y a eu aussi une inversion qui s'est faite pas un petit peu plus tard. C'est toujours Paris après le reste de la région parisienne. Il y a cette tache d'huile, elle s'est produite aussi à la rentrée. Mais là, ça y est, on constate qu'effectivement, il y a moins d'appétit aussi en petite couronne. Maintenant, en 2021, les facteurs vont toujours être les mêmes. Les taux d'intérêt ne vont pas monter. L'appétit pour la pierre, elle est toujours là. Alors maintenant, c'est ce flux de franciliens, on peut dire, ou de Parisiens qui vont en petite couronne, de petites couronnes qui vont en grande couronne, et puis des franciliens en général qui vont en province. Est-ce que, globalement, ce flux va continuer ? Nous, on le pense. D'accord. Mais ça n'est pas, c'est pas un tsunami. C'est une vague qui est assez lente parce que c'est pas évident de changer de boulot, d'abord. Je sais qu'en ce moment, quand on a un boulot, on s'y accroche. Et donc, quand on veut changer un peu d'endroit, on se dit, bah oui, moi je change de lieu de vie, mais ça veut dire aussi souvent pour l'un des deux du couple de changer de boulot. Bon, donc déjà, ça, c'est pas évident, ça freine un peu. Puis après, il y a les enfants. Les enfants, quelquefois, moi je le vois chez les clients, ils attendent que les enfants soient sortis du primaire ou qu'ils soient sortis du secondaire. Bref, les enfants sont un frein aussi à la mobilité. Et donc, c'est des décisions qui sont lentes
Et je pense que ça va durer comme ça pendant 2-3 ans. Après, il y aura peut-être un retour sur l'Île-de-France. Mais c'est un petit peu ce qu'on pense comme circuit. Alors, un mouvement lent comme sur les prix, où effectivement, vous pensez, vous l'avez déjà indiqué, qu'il y aura sans doute la poursuite d'un petit ralentissement des prix, mais qu'il n'y aura pas un écroulement des prix, en tout cas à Paris. Non, et alors la dernière correction, puisqu'on peut appeler ça une correction de prix, que moi je trouve utile et nécessaire, parce qu'on ne peut pas monter comme ça. Malheureusement, elle n'a duré que 4 ans, comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, de 2012 à 2015, enfin 2011 à 2015 on peut dire. Et là, je pense que ça va durer moins longtemps. Ça va durer moins longtemps parce que les taux d'intérêt, je ne suis pas sûr qu'ils restent aussi bas pendant 4-5 ans, comme ça. Et il y a un petit facteur qui n'est pas énorme, mais quand même qui joue un peu, c'est les étrangers non résidents. Même si c'est un micro-marché. Même si c'est un tout petit marché, qui sont sur le marché du luxe, ils n'ont jamais été aussi peu présents l'année dernière, et pour cause, ils étaient 1,8% des acquéreurs à Paris. Mais un jour, ils vont revenir, et ils vont retirer les prix, même si c'est ce petit 1 ou 2% ou 3%, vers le haut. Et ça a tendance souvent à tirer vers le haut. Et de cela, ajouter peut-être à une inversion des taux d'intérêt, ce qui s'est exactement produit en 2015. Souvenez-vous, au printemps 2015, il y a eu les taux d'intérêt qui ont augmenté de 20 ou 30 centimes. Et tout le monde s'est dit, oh là là, c'est pas possible, là, les taux remontent, il faut qu'on y aille. Et alors que ça baissait depuis 4 ans, ça a recréé une dynamique. Et très vraisemblablement, il y aura peut-être exactement ce même phénomène. Maintenant, dans combien de temps ? Pas 21, je pense pas. Donc plutôt 2022 peut-être. Peut-être 22 ou 23, parce que, comme je vous le disais, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de construction, et ça joue beaucoup, c'est que ça crée de la tension sur la région parisienne. Très bien, voilà. En tout cas, c'était très précis. Effectivement, c'est difficile de se lancer, de faire des prévisions dans le domaine, mais en tout cas, l'approche se comprend parfaitement. Je ne vous ai pas donné de chiffres, vous avez remarqué. Voilà. Question suivante. Alors, c'est une question de Myriam. Merci Myriam. Quels sont les diagnostics obligatoires dans le cadre d'une vente immobilière? La valeur énergétique des logements va-t-elle influer sur les prix? Oui, alors les diagnostics qui existent dans ce fameux, ce qu'on appelle le DDT, c'est le dossier de diagnostic technique. Chaque année, on en invente. Chaque année, il y en a en plus. Il y en a combien maintenant? Alors aujourd'hui, on en est à 9. Voilà. 9. Mais ce n'est pas fini. Parce que vous êtes peut-être au courant de cette loi en France qu'ils ont sortie en janvier sur les odeurs et les bruits. Oui. Magnifique cette loi. Alors bon, les décrets ne sont pas sortis. Je ne sais pas si les décrets sortiront un jour. Mais pour le moment, la loi est là. L'intention en tout cas. L'intention est là d'aller faire une cartographie de France. C'est pour éviter tous les conflits de voisinage, tout ça. Pour cartographier en France, dans tous les villages, dans tous les territoires, les odeurs et les bruits. Le fameux coq de village, vous voyez. Donc bon, bref, pour vous dire, 9 diagnostics. Alors maintenant, il faut vérifier quels sont les diagnostics nécessaires, parce que quelquefois, il suffit que vous ayez des biens qui sont assez récents, et vous n'avez quelquefois presque pas de diagnostic à faire. Parce que quand vous êtes dans un immeuble récent, par exemple, vous n'avez pas d'amiante. Vous n'avez pas de plomb, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de gaz, parce que l'installation a moins de 15 ans. Vous avez les termites, ça dépend des zones, vous voyez. Les mérules, ça dépend des zones. Le radon, ça dépend des zones. Mais si vous êtes dans une zone comme ça où il n'y a pas grand-chose, quelquefois, vous avez 1 ou 2 diagnostics. Bon, et puis si vous n'avez pas de chance, vous avez les 9 à faire. Mais ça, c'est le vendeur qui paye aujourd'hui. Voilà. Et puis, ce que l'on peut rajouter aussi, c'est évidemment, en tout cas pour répondre à Myriam, que la valeur verte des logements va prendre de plus en plus d'importance. Et d'ailleurs, on parle souvent de passoires thermiques. C'est 4 800 000 logements qui sont considérés comme trop énergivores. Et ce sont les fameuses étiquettes, alors là, pour le coup, F et G, c'est-à-dire les plus mauvais, les plus mal classés dans ces étiquettes énergétiques. Et attention, si vous êtes à la fois propriétaire ou locataire, ça va bouger parce qu'il y aura petit à petit une interdiction à la location de ces logements énergivores des classes F et G, décision du gouvernement. Ce sera progressif d'ailleurs à partir de 2023. Pas de possibilité d'augmenter les loyers au cours du renouvellement du bail, si ça n'a pas été rénové. Et puis, interdiction de louer des appartements ou des maisons qui seraient classés F ou G à partir de 2028. Voilà. Donc il faut
Ça nous laisse un petit peu de temps. Ça laisse un petit peu le temps, mais bon, il faut quand même avoir ça en tête, ce qui veut dire que quand même côté valeur énergétique et valeur verte des logements, ça prend de plus en plus aussi d'importance et voilà. Oui, on a fait des études d'ailleurs là-dessus dans le notariat, qu'on donne régulièrement au gouvernement pour voir justement quelle est l'influence de ce qu'on appelle ces DPE, diagnostics de performance énergétique, sur la valeur du bien. En fait, on s'est rendu compte d'un truc assez logique, c'est que quand c'est une passoire énergétique, il n'y a pas que l'énergie qui est problématique, c'est l'état de la maison en général. Sûr, ouais. Donc quand on dit que, oui, quand on est en F ou G ou même peut-être E, ça influe sur le prix, c'est parce que c'est l'état général de la maison qui est à refaire. Absolument. Alors, et l'autre constatation qu'on a faite, qui est aussi également très logique, c'est que ça a davantage d'influence sur les maisons individuelles que le collectif. En collectif, vous ne maîtrisez pas vraiment la passoire énergétique, c'est des travaux de copropriété très souvent, donc du coup ça a un petit peu moins d'influence sur la valeur, et c'est aussi dans des zones non tendues, parce que dans les zones tendues, très peu d'influence sur la valeur. Ouais. Et puis on rajoute que le critère de décence du logement, ça ce sera en tout cas inscrit dans la loi. C'est ce critère énergétique, puisque pour l'instant, un logement décent, donc c'est minimum 9 mètres carrés, il faut au moins qu'il y ait une fenêtre, un point d'eau. Et donc demain sera rajouté ce critère énergétique pour dire qu'un logement est décent, et si lorsque vous chauffez, vous ne chauffez pas plus l'extérieur, en tout cas que l'intérieur de la maison ou de l'appartement. Question suivante, alors Valentin. Quels sont désormais les droits d'un propriétaire si sa maison est squattée? Qu'en est-il du droit de propriété? C'est une question à la fois d'actualité, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Oui, alors, si on devait faire le point. Ça va mieux pour le propriétaire parce que jusqu'à présent, le propriétaire devait surveiller de très près son bien et il n'avait que 48 heures pour réagir. Donc c'est vrai que quand c'est votre domicile, évidemment que vous vous en rendez compte, mais quand c'est une résidence secondaire, 48 heures pour réagir, c'est pas évident. Et c'est pour cela qu'il y a eu une demande de fait et que la loi, il y a une loi qui s'appelle ASAP, qui est intervenue en janvier pour dire maintenant, vous allez pouvoir, quand il y a des squats, saisir le préfet, et le préfet, lui, il aura 48 heures pour réagir, pour dire j'interviens ou je n'interviens pas. Et s'il n'intervient pas, il devra donner les raisons. Donc voilà, ça va un petit peu mieux pour le propriétaire qui subit un squat. Donc il faut d'abord porter plainte auprès du commissariat, enfin il y a toute une procédure. Et puis, alors on peut dire quand même que n'est pas considéré comme un squatteur le locataire qui refuse de quitter les lieux après la fin de son bail. C'est aussi parce que certains ont quand même mélangé. La définition squatteur, on parle de squatteur lorsqu'une ou plusieurs personnes se sont introduites dans un logement sans l'autorisation de son propriétaire, soit par effraction, soit par tromperie, menace ou violence. Voilà, en tout cas, ça a bougé ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'articles de presse que l'on voit d'ailleurs là qui illustrent sur ces logements squattés. Voilà, en tout cas, ce droit de propriété. D'ailleurs, que ce soit maintenant résidence principale ou résidence secondaire. C'est important de le préciser. Question suivante. Alors, c'est Jean-Luc. Jean-Luc se pose la question, quelles sont les clauses suspensives qui peuvent permettre d'annuler une vente immobilière? Alors, j'ai envie de reformuler la question de Jean-Luc parce que, en fait, les clauses suspensives n'annulent pas une vente, ils peuvent retarder une vente, voire faire que la vente ne se signe jamais. Alors, quelles sont les clauses? J'ai envie de dire toutes les clauses suspensives. Toutes les clauses suspensives. Il y a juste une notion, là, qui est assez juridique, c'est la notion de la potestativité. Potestativité. Qu'est-ce que c'est que ce truc de Qu'est-ce que c'est que de la folie sur ce plateau. Alors, la potestativité, c'est tout simplement une condition que vous maîtrisez, plus ou moins. Alors, vous êtes seul à la maîtriser, on dit que la condition est purement potestative, et vous la maîtrisez, mais avec quelqu'un d'autre, et bien là, elle est simplement potestative et elle est acceptée. Voilà, c'est la seule nuance qui fera que la condition suspensive sera, en cas de procès, considérée comme nulle, parce qu'elle sera purement potestative. Petit exemple, je fais une condition suspensive d'emprunt, et je demande à avoir un taux de 0,2%. Pourquoi? Parce que je suis employé de banque, moi, monsieur. Et je suis employé de banque, et donc j'ai des conditions très intéressantes. Mon employeur me consent du 0,2. Oui, sauf que vous êtes seul à maîtriser, en fait, ce taux, parce que si vous démissionnez,
vous n'aurez évidemment pas le 0,2. Et ça a été considéré comme une condition purement potestative. Très bien. Voilà le petit Très exemple. précis. Merci infiniment, maître Dolsal. Question d'Hervé. Alors, on l'a un peu évoqué quand même tout à l'heure, mais on va sortir de la capitale. Quelles sont, selon vous, les villes qui vont prendre de la valeur autour de Paris? Ah, toujours le boule de cristal alors. Non, quand même. Non, vous avez fait notamment une étude récemment. Si on sort du périphérique, on a des prix qui peuvent. Il y a des décotes. On est à moins 30, moins 40, absolument. moins 50%. Oui. Pas partout, bien sûr. C'est une étude qu'on fait régulièrement. On l'a fait tous les 2 ou 3 ans pour voir justement cette gentrification dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir si eh bien, les Français, enfin les Franciliens, le Grand Paris se construit en réalité. Est-ce que les Parisiens, maintenant, il y avait une barrière psychologique de franchir le périphérique, est-ce qu'ils le franchissent? Et donc on a regardé, et il y a quelques petites tendances qui se dessinent. Les tendances qui sont assez permanentes, c'est qu'il y a très peu de différence quand on va ou à l'ouest ou à l'est de Paris, en plein ouest ou plein est, où là il y a très peu de différence entre les quartiers limitrophes à l'intérieur de Paris, limitrophes du périph'. Exemple, donc quartier de Terme et Neuilly, on met, c'est ça, c'est autour quasi de pareil. 11 000, 12 000 euros du mètre carré. C'est quasi pareil, il n'y a même pas, quelquefois même pas de différence. Alors il y a le Valois, il peut y avoir Boulogne. Boulogne est nouveau parce qu'il y a moins de différence. Il y a Saint-Mandé, par exemple, ou Vincennes, où vous avez aussi très peu de différence avec les quartiers limitrophes à l'intérieur de Paris. Par contre, quand on va au nord, là vous avez des différences de 40 voire 50%. Alors où ça? Eh bien Saint-Denis, par exemple. Mais alors justement, Saint-Denis, est-ce qu'il va y avoir une influence sur ces constructions des Jeux Olympiques? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette évolution. Et ça, je vous invite à aller voir cette carte sur le site des notaires de Paris, parce que ça vous permet de savoir si vous voulez investir en proche banlieue, eh bien, vous voyez tout de suite les prix qui baissent de 20-30%, alors que les loyers, eux, ne baissent pas de 20-30%. Donc ça vous permet, parce que les loyers sont contraints à Paris, ils ne le sont pas encore forcément partout. C'est un peu ça l'idée. Et ce que l'on voit effectivement sur votre carte très intéressante, allez voir sur le site des notaires de Paris, c'est effectivement la différence entre le quartier à Paris, Porte de la Chapelle, et puis Aubervilliers, Saint-Ouen, Saint-Denis, où là on a des écarts de quasiment de moitié. Enfin, plus de 50%. C'est plus de 50%. Donc voilà, est-ce que maintenant, effectivement, avec ce Grand Paris Express s'est amené à se réduire, plus notamment pour Saint-Denis, la perspective des Jeux Olympiques, le village olympique après qui sera transformé en écoquartier, tout ça va donner de la valeur, donc ça devrait se réduire. Et pour un investisseur, ça peut être intéressant, ça peut être le moment. Alors, pas de précipitation, mais bon, c'est à étudier quand même de près. Ça, c'était pour l'approche. Alors maintenant, après, les villes autour, pour répondre à la question, pour les villes autour de Paris, j'ai envie de dire que ce qu'il faut voir, c'est, est-ce que le train arrive et en combien de temps? Et 2, est-ce que la ville est fibrée? Est-ce que vraiment vous avez tout l'Internet comme il faut? Pourquoi? Parce que, en fait, c'est cette tendance dont on parlait, des Franciliens qui vont un petit peu plus loin dans le bassin parisien et qui vont en télétravail. Alors, est-ce qu'ils vont aller complètement à la campagne ou est-ce qu'ils vont aller dans une ville? Et en fait, le choix, il est assez rapidement fait. C'est-à-dire que si je reste avec un pied-à-terre à Paris et que je veux une résidence secondaire que j'achète dans le Perche ou en Normandie à 50 ou 100 000 euros, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en avait. Oui, il y en a encore. Oui, voilà. Mais il y a encore moins de 100 000. Oui, et puis vous pouvez être 2 aussi. J'ai le cas de 2 couples qui ont acheté une maison ensemble. Bon, dans le Perche, pourquoi pas. Avec le terrain de tennis et les écouteurs, un peu comme le film avec Victor Lanoux, Guy Bedos. Voilà. Après, bonjour les histoires. Mais donc l'idée c'est, est-ce que je fais une résidence secondaire et donc du coup je me télétravaille aussi dans ma résidence secondaire, ou est-ce que je change carrément de vie et je vais avec les enfants en résidence principale quelque part? Choix de ville, oui. Et là souvent c'est pas la campagne, c'est dans des petites villes. C'est ça l'idée. Donc après, savoir celles qui prendront de la valeur, je dis voilà, il faut voir comment elle est équipée. Il faut voir comment la ville est vraiment équipée pour savoir si... mais de là, parce qu'on m'a posé la question, à savoir s'il faut vendre à Paris tout de suite pour aller investir quand on est bailleur, parce qu'on m'a posé la question, quand on est bailleur et qu'on a un bien loué à Paris, alors que les prix sont en train un petit peu de se calmer, est-ce qu'il faut se dépêcher de vendre à Paris pour aller acheter dans une ville, dans le style Orléans ou, les villes cathédrales, donc Reims, Orléans, par exemple, là je ne suis pas sûr. D'accord. Franchement, je ne suis pas sûr parce que quand on investit dans l'immobilier, on investit à long terme.
Et donc, alors, pour les clients qui auraient pu me poser la question, déjà, moi, je leur calcule la plus-value. Parce que Paris a bien monté. Donc déjà, quel est l'impôt à payer en plus-value quand on va vendre son investissement à Paris? Déjà, il faut que le locataire s'en aille. Bon, si vous n'avez pas le vendre loué, sinon vous allez le vendre moins bien. Donc après, vous calculez la plus-value. Ponction, si vous avez durée moyenne de aller 10 ans, 10, 15 ans, ponction, c'est du 20% de votre prix de vente en impôt, quand même. Et puis après, vous avez les droits, ce qu'on appelle les fameux frais de notaire, les frais d'acquisition. Dans la ville où vous allez acheter, vous allez investir, c'est encore du 7 ou 8% de taxes. Oui, donc il faut avoir tout ça en tête pour bien anticiper. Tout ça en tête, et pour vous dire, mais alors, la ville, elle va monter de quoi? De 30 ou 40%? Sacré Paris, quand même. Absolument. J'ajoute juste une petite chose. Dans la dernière édition du Figaro Immobilier Papier, on avait fait un palmarès des villes où investir, et notamment pour la banlieue parisienne. Alors, on avait noté trois communes, je vous incite à aller voir. C'est Massy qui était en tête devant Sartrouville et Montrouge. Voilà, vous le retrouverez, ce palmarès des villes où investir en banlieue sur le site Figaro Immobilier. Oui, mais Massy, parce que ça va être un vrai hub absolument, du Grand Paris. 2 gares du Grand Paris Express, absolument. Question de Manville, prêt pour y répondre? Mais bien sûr. Très bien. Alors, le vendeur exige d'avoir des garanties de mon compte en banque. Est-ce qu'il en a le droit? Eh bien, alors, pour avoir regardé, parce que cette question m'a quand même beaucoup interpellé, oui. En fait, bon? Et oui, on a le droit de demander, alors on a le droit, on n'a pas l'obligation, en revanche, de dire, oui, vous m'avez demandé ça. Donc Thierry, vous voulez acheter mon appartement et tout ça, je peux vous demander, mais montrez-moi votre compte en banque. C'est ça, montrez-moi la couleur de l'argent. Montrez-moi la couleur de l'argent. Vous avez le droit de le demander, et moi j'ai le droit de vous dire, non, allez vous faire voir. Restant poli. Donc voilà, c'est pas une obligation, loin de là. Mais par contre, c'est une pratique, j'ai remarqué, assez courante. Entre particuliers, certes, mais aussi les intermédiaires qui, pour rassurer le vendeur, disent oui, je suis allé vérifier, j'ai un courrier de la banque, comme quoi il y a l'épargne, elle est là, elle dort, elle est pour vous. Alors, un qui ne dort pas, c'est Stan. Stan qui pose la question, quelles sont les garanties dont dispose l'acheteur après la vente du logement? Peut-il se retourner contre le vendeur, son notaire, et y a-t-il des délais? Oui, c'est les garanties classiques quand on vend un bien immobilier. Donc vous avez, ça c'est tous les élèves de droit le savent, c'est les garanties d'éviction. Garantie d'éviction, par exemple, le truc tout bête, c'est que vous aviez un locataire qui était là, il est parti, et le locataire revient après l'acquisition, avec ses clés évidemment, en disant coucou, mais non, en fin de compte, je suis encore locataire. Donc ça c'est la garantie d'éviction. Vous avez la garantie de délivrance, c'est tout bête, mais c'est de donner les clés. Oui. Bon, pour commencer. Vous avez une garantie aussi sur les hypothèques, une garantie hypothécaire qui est de délivrer un bien libre de toute hypothèque. Donc ça, c'est le boulot du notaire de vérifier ça. Et donc de s'enquérir et de mettre une partie du prix pour désintéresser les créanciers, ça, c'est sûr. Puis après, vous avez la garantie des vices cachés. Donc ça, c'est assez classique. Justement, ça rejoint la question des diagnostics. C'est tous ces petits diagnostics, c'est des nouveaux vices cachés. Est-ce que vous avez du plomb? Est-ce que vous avez dans les peintures? Est-ce que vous avez de l'amiante? Ça, le délai, quel est le délai? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, le délai est long, c'est 20 ans. D'accord. C'est 20 ans. C'était 30 ans et c'est passé à 20 ans il y a une dizaine d'années. Donc, pendant 20 ans, vous pouvez agir contre le vendeur pour les vices cachés. Alors, attention. Il y a quelque chose à savoir. Il peut s'en passer des choses en 20 ans. Oui, alors il y a quelque chose à savoir, c'est que les notaires, depuis toujours... Il faut retrouver le vendeur de l'époque. ont permis aux vendeurs de s'exonérer de la garantie des vices cachés. Donc quand vous achetez d'un particulier, vous n'avez pas cette garantie des vices cachés. Très important. Et oui, sauf par rapport à tous ces diagnostics. Bon, mais sinon, tout le reste, il faut vraiment, pour qu'il y ait une garantie, que le vendeur vous ait dissimulé que la toiture était complètement vermoulue, ce genre de choses, et qu'il le savait. Donc en fait, c'est un problème de preuve tout ça. Ouais. Il faut que l'acquéreur puisse arriver à prouver, soit en copropriété, soit par différentes manières. Peut-être vous avez dans les assemblées générales des preuves comme quoi le vendeur était au courant qu'il y avait un problème dans l'immeuble et il ne vous l'a pas dit. Voyez, donc ça apparaît de temps en temps dans les assemblées générales. Bien sûr. Voyez, mais sinon, à part le marchand de biens qui vous vend, le promoteur qui vous vend, là il vous doit les vices cachés pendant 20 ans, ou 10 ans pour le promoteur. Le particulier, on lui donne une exonération, c'est pour en fait la tranquillité et la sécurité des transactions. Donc
vous, acquéreurs, ce qu'on dit, c'est que vous devez visiter les biens avec un architecte et visiter de la cave au grenier pour vous assurer qu'il n'y a pas de vice caché. Très bien. Question suivante. Alors, question de Frédéric qui demande directement quelles sont les obligations pour louer en meublé. La location en meublé qui revient, on en parle de plus en plus, puisque oui, bien location sûr. touristique saisonnière, notamment à Paris, il y a moins d'étrangers, c'est un peu plus compliqué. Oui, bon, on va en parler de moins en moins, j'ai l'impression, avec la nouvelle jurisprudence. Bon, mais ça va s'arranger. Voilà. Alors, louer en meublé, les obligations. Alors, les obligations. Il y a eu un décret qui est intervenu, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait un certain flou. Maintenant, il y a un décret qui vous donne une liste très précise de ce que vous devez remettre à votre locataire en tant que meublé. Donc, il y a, par exemple, la literie, tout ce genre de choses. Le réfrigérateur, le four. Voilà. Vous avez une liste très précise que je vous invite à aller voir. Donc, on peut pas mettre 2 casseroles et une chaise. C'est pas possible. Voilà. Donc, il y a un minimum à mettre pour que ça soit meublé. Et c'est très encadré maintenant. Voilà ce que je peux dire. Très bien, et vous allez sur le Figaro Immobilier ou sur le site des notaires de Paris pour retrouver la liste très précise. Effectivement, de cette liste. Il y en a beaucoup. Alors, Jérôme, question, constatez-vous dans vos statistiques un engouement particulier pour les maisons en Île-de-France? Oui, ben là, c'est on l'évoquait un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est pas forcément la question piège, parce qu'on en a parlé depuis un an, et c'est vrai qu'il y a une vraie mode de la maison particulière, mais c'est dans toute la France, en fait. Hein, mais la maître de Salle, on parle bien en tout cas, cet engouement qui était une tendance, et on l'a vu sur les sites immobiliers, beaucoup de gens rêvaient, mais ne passaient pas à l'acte. Est-ce qu'on a dans vos statistiques ce passage à l'acte sur certaines villes ou certaines secteurs, dans toute la Grande Couronne. Pour les maisons, oui. Ça d'accord. Alors, j'ai envie de dire dans toute la Grande Couronne, mais aussi la Petite Couronne. Le problème, c'est que le parc immobilier des maisons, c'est 1/4 Petite Couronne et c'est 3/4 en Grande Couronne. Donc là où ça se passe, c'est quand même souvent en Grande Couronne. Et la Petite Couronne, il n'y a pas eu beaucoup de transactions l'année dernière. On a constaté ça. Pourquoi? C'est tout bête. C'est parce que quand on a une maison en Petite Couronne, on s'y accroche et on ne la vend pas. Ouais. Et donc c'est... À mon avis, c'est peut-être le manque de produits qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de transactions sur la Petite Couronne. Mais Dieu sait que quand il y en a eu, c'est là où ça a le plus augmenté, il y a une augmentation de 9%. 9%, ce qui n'est pas négligeable. En Petite Couronne, c'est vraiment que tout le monde veut être sur ce secteur, qu'il y a peu de produits, et bon, voilà. Alors, ce qui explique aussi que les prix se soient maintenus à des niveaux élevés très fortement. Voilà. Et maintenant, sur la Grande Couronne, c'est là où vraiment ça se passe. Jusqu'à présent, la Grande Couronne, les appartements montaient un petit peu plus. On dit, ça fait des années que les appartements montent plus que les maisons. Et bien là, pour la première fois, c'est les maisons qui ont monté plus que les appartements en Grande Couronne. Donc ça montre bien l'appétit des Franciliens pour les maisons. Et c'est là où il y a eu le moins de baisse de transactions. On n'en a pas du tout parlé de ces volumes de transactions qu'il y a eu en 2020, mais il y a eu un vrai dynamisme. Même par rapport à 2019, ça a été plus dynamique. Alors les chiffres sont négatifs. Alors que le contexte était vraiment particulier, justement. Et oui, mais parce qu'en fait, il n'y a jamais eu autant d'appétit pour la pierre. En fait, si vous voulez, il y a souvent quels sont les déclencheurs dans la pierre, quand je veux bouger. Et l'année dernière, il y a eu un déclencheur très important, c'était la qualité de vie. Avec ce confinement du printemps. L'espace, ou verdure. Ce qui a créé pas mal quand on pouvait déménager, parce que pas trop d'enfants et que le boulot pouvait le permettre, il y a eu vraiment cette pierre qualité de vie. Mais en dehors de cette pierre qualité de vie, il y a toujours ces impondérables qui sont la pierre retraite, la pierre sécurité, qui sont toujours là. Et les Franciliens le savent. C'est pour ça qu'il y a un appétit très fort pour la pierre. Mais pour bien répondre à Jérôme qui dit si oui, où, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont vu justement plus de transactions sur les maisons? Oui, c'est vraiment toute la Grande Couronne qui a monté. Alors vous pouvez toujours avoir des villes ou des endroits où ça a monté un petit peu plus, mais c'est globalement toute la région parisienne et la Grande Couronne qui a monté. Et ça continue. C'est ça par contre qui est intéressant de noter, c'est que alors qu'il y a une inversion des prix qui s'est faite à Paris et sur les appartements Petite Couronne, cette inversion ne s'est pas encore faite pour les maisons. Et peut-être qu'elle ne se fera pas. Et peut-être qu'elle ne se fera pas si vraiment ce courant continue. Parce que vous savez que normalement, les prix des maisons, il y a un cycle dans l'année. Toujours, on veut chercher au printemps,
donc dans pas longtemps, là, dans 2 mois, tout le monde va chercher une maison. On va essayer d'acheter cette maison avant les vacances, faire les travaux pendant les vacances et arriver en septembre avec les enfants dans la nouvelle école. Ça, c'est le cas classique. L'année dernière, ça ne s'est pas du tout produit comme ça à cause du confinement. Et donc, il y a eu un décalage de 2-3 mois, ce qui explique pourquoi il y a eu autant de transactions au dernier trimestre. Il y a eu un 4e trimestre extraordinaire. Mais pour autant, d'habitude, il y a toujours un moment où la maison, non, on ne va pas la visiter, c'est souvent en automne ou en hiver. Et là, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu cet effet de saison qui fait qu'il y a un moment, ça s'est calmé. Donc, on pense effectivement que ça va continuer à monter. Très bien. Dernière question de l'émission. C'est Damien qui la pose. Quelles sont les règles à respecter pour vendre un bien en cours de location? Là, c'est tout bête. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est d'abord respecter son locataire. Moindre des choses. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir si vous voulez vendre le bien loué ou le vendre vide. Déjà. Donc, en tant que bailleur, vous avez le choix de dire, je vais attendre pour le vendre vide. Et donc, je regarde mon bail et j'attends que le bail de 3 ans se termine, moins 6 mois, parce qu'il faut lui donner congé 6 mois avant la fin du bail. Vous lui proposez aussi d'acheter, parce qu'il a un droit de priorité pour l'achat. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Le bail vient à échéance dans 1 an. Eh bien, je vais attendre un petit peu. Dans 3-4 mois, je regarde quel est le marché. Je vais lui proposer à un prix 2 et je lui donne congé pour vendre libre et vendre mieux. Ou alors, vous n'avez pas le temps d'attendre et vous vendez en cours de location. Et donc là, à ce moment-là, il faut voir déjà quel est l'impact sur le prix. C'est souvent, il y a quand même un impact. Ça dépend si votre loyer est un loyer de marché, un loyer plus que le marché, donc ça va faire venir beaucoup d'investisseurs, ou un peu moindre que le marché. Si c'est un vieux bail, logiquement... Oui, parce que ça peut aussi rassurer beaucoup d'investisseurs de se dire, après tout, très bien, il y a déjà un locataire. J'ai déjà mon locataire. Voilà, ouais, ça peut rassurer. Bon. S'il est bien loué, il est loué au prix du marché. Ouais. Voilà. Et donc après, ce qu'il faut regarder, c'est, si vous êtes en copropriété, si c'est la première vente du bien après la mise en copropriété. Très important, oui. Et oui, parce que si vous avez acheté au moment de la mise en copropriété et que vous avez tout de suite loué et que vous voulez vendre, eh bien là aussi, le locataire, il a un droit de préemption. Donc vous ne pourrez pas le vendre, vous pourrez le vendre évidemment loué, mais il faut aussi proposer au locataire de l'acheter. Eh bien, on va proposer à Maître Delessal de conclure cette émission. Ça s'est bien passé, Maître? Écoutez, comme toujours, et je vois que les internautes sont très intéressés par l'immobilier. Ça confirme vraiment là, ce qu'on vit toute la journée depuis quelques années dans les études. Merci infiniment au nom de tous les internautes du Figaro, mais aussi les lecteurs du Figaro. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Maître Thierry Delessal, notaire à Paris, notaire aussi pour le cadre du Grand Paris aussi. Vous êtes responsable à la fois des statistiques, vous intervenez régulièrement dans les conférences de presse. C'est un plaisir de vous avoir pour nous les journalistes. Je ne peux pas dire que je suis notaire en France, mais oui, sur les statistiques nationales également. Voilà, très bien. Merci à vous, les internautes. Merci de nous avoir suivis. Continuez à vous informer. C'est important de s'informer, bien sûr, sur l'immobilier, ce marché de l'immobilier, toutes ces questions, à la fois sur le site des notaires, à la fois sur le Figaro Immobilier aussi. Il y a bien sûr d'autres confrères qui sont compétents. Très bonne journée, bonne nuit, bonne matinée. Si vous nous regardez, c'est peut-être en replay. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine émission des Clés de l'Immo.